Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette visioconférence sur l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur. L'objectif, les objectifs de cette réunion, donc, c'est de faire le point sur l'obligation réglementaire de s'équiper d'un défibrillateur. Ensuite, nous vous présenterons avec Julien Boudin, qui représente la société Schiller France, le partenariat qu'a conclu le GHN pour ses adhérents avec cette société spécialisée dans l'équipement médicalisé. Donc, Julien prendra la parole pour faire un point complet, à la fois pour présenter Schiller et présenter les packs qui sont accessibles avec le partenariat. Et on se laissera une dizaine de minutes pour échanger sur vos questions. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc, le contexte légal qui entoure cette obligation de s'équiper d'un défibrillateur. Alors, pour revenir pour partir de loin, on va reprendre les dispositions légales qui sont inscrites dans le Code de la construction et de l'habitation depuis quelques années maintenant. Donc, on a une obligation qui est fixée pour les établissements recevant du public de s'équiper de défibrillateurs. Donc, ça, c'est ce que dit la loi de façon assez globale. Au-delà de ça, il y a une précision qui nous est apportée par décret qui vient préciser quels sont les types de RP qui vont être soumis à cette obligation avec un calendrier, puisque tous les ERP n'étaient pas dans l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur au même moment. Juste le dernier rapport légal qui nous est fait par le Code de la construction et de l'habitation, donc c'est vraiment de préciser qu'un établissement recevant du public doit s'équiper d'un défibrillateur et que cette obligation pèse sur le propriétaire de l'établissement, pas forcément l'exploitant. Donc, pour les centres équestres qui seraient en location, par exemple, l'obligation pèse sur le propriétaire, l'obligation de s'en équiper et de le maintenir en bon état. Pour autant, on verra dans le partenariat Schiller comment on peut éventuellement en bénéficier alors que l'adhérent est le locataire du centre équestre et non le propriétaire. Sur les précisions qui sont apportées par le décret, alors c'est un décret du 19 décembre 2018 qui vient nous dire deux choses. La première, c'est que tous les établissements recevant du public de la première à la 4e catégorie sont dans l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur. Et cette obligation-là, elle était avant le 1er janvier 2022. Depuis 2020, il y a un calendrier progressif pour certains ERP. Donc, en fait, les catégories de ERP, il y a 5 catégories et elles sont fixées en fonction du nombre de personnes que l'on peut accueillir au sein de l'ERP. La catégorie 1, c'est la plus grosse catégorie et ça concerne les établissements recevant du public qui peuvent accueillir, par exemple, au moins 1500 personnes. Donc, le Stade de France, manifestement, sera un ERP de première catégorie. Le deuxième apport de ce décret, c'est quand on n'est pas entre la première et la 4e catégorie, on va relever de la 5e catégorie. La 5e catégorie, c'est la catégorie la plus basse en termes de capacité d'accueil et le nombre de personnes à accueillir est en fonction du type de RP. Pour être en 5e catégorie, quand on est un restaurant, on n'a pas le même nombre de personnes à accueillir au maximum que quand on est un établissement sportif couvert, par exemple. Donc, parmi les établissements de 5e catégorie, le décret va fixer certains types de RP, et pas tous, pour rentrer dans cette obligation. Donc là, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est la liste de tous les ERP qui sont concernés par cette obligation. Le point qui va nous concerner plus particulièrement, nous les centres équestres, c'est le dernier point qui nous dit que les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives sont soumis à l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur quand on est en 5e catégorie. Je vais poursuivre. Hop. Voilà, donc si on résume pour les centres équestres, donc quand on a un ERP de la première à la 4e catégorie, peu importe le type de RP, on va être soumis. Donc je vous ai mis des exemples. Pour un restaurant, pour être en 4e catégorie, c'est à partir du moment où on a 200 personnes. Pour un centre équestre qui serait en plein air, par exemple, le seuil de la 4e catégorie, c'est à partir de 300 personnes.
Donc, techniquement, si mon centre équestre est trop petit, entre guillemets, pour accueillir 300 personnes, je reste en 5e catégorie. Donc, je ne suis pas soumis à cette obligation d'avoir un défibrillateur. Parce que je serai un ERP de type plein air de 5e catégorie. Et comme on l'a vu juste avant, les établissements de plein air ne sont pas concernés au 1er janvier 2022 par cette obligation. Alors là, nous faisons cette visio à l'instant T. Je ne peux pas vous dire si d'ici 2, 3, 4, 10 ans, l'obligation sera étendue. Fort à parier qu'il y aura une extension de cette obligation dans les années à venir. Le point qui peut poser également un petit peu problème, et au vu des questions que vous nous avez posées, c'est sur les ERP sportifs clos et couverts de 5e catégorie, qui donc, eux, sont bien dans l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur. Donc, quand on va avoir un manège couvert, fermé des 4 murs, la question ne se pose pas. Nous sommes dans l'obligation d'avoir un défibrillateur. Là où on nous pose des questions, et une question qu'on nous a posée au préalable de cette réunion, c'est de savoir, mon manège, c'est une carrière couverte qui a un toit mais qui n'a pas de mur, ou c'est un manège qui va avoir un côté, 2 côtés, 3 côtés de fermé, mais les autres côtés qui seront entre guillemets ouverts, c'est-à-dire qu'il va y avoir qu'une barrière. Alors là-dessus, on peut en discuter un peu plus tard dans les questions, mais l'obligation est vraiment faite sur les établissements sportifs clos et couverts. Normalement, quand vous avez construit le manège, quand le manège a été construit, il y a eu un permis de construire qui a été déposé. Il y a eu un recensement qui a dû être fait auprès de la préfecture en tant qu'installation sportive. Donc, si jamais vous avez un doute, vous avez une carrière couverte ou un manège qui n'est pas fermé sur les 4 côtés, et vous avez un doute sur le fait de savoir si vous êtes bien un équipement de type X, c'est-à-dire sportif couvert, ou pas, il va falloir vous référer au permis de construire. Si vous n'avez plus le permis de construire sous la main, de voir ce qui a été recensé au titre des installations sportives. Et si jamais, avec ces 2 vérifications, vous n'avez toujours pas la réponse à votre question de savoir si vous êtes un ERPX, vous pouvez vous renseigner directement en mairie de savoir si votre équipement entre dans cette catégorie et vous faire entrer dans l'obligation de vous équiper d'un défibrillateur. Pour ceux qui seraient soumis à la visite d'une commission de sécurité, alors qui n'est pas obligatoire pour tous les ERP de 5e catégorie, mais qui l'est quand on a des locaux à sommeil, par exemple, il est fort possible que dans votre procès verbal de visite de commission de sécurité, on ait caractérisé votre bâtiment qui vous sert de manège pour savoir si vous êtes dans cette obligation. Donc voilà, pour cette présentation réglementaire, on va dire, il n'y a pas plus aujourd'hui de lois qui viennent encadrer ou de règlements qui viennent encadrer tout ça. Je vais laisser maintenant la parole à Julien Boudin qui va vous présenter Schiller et le partenariat que nous avons conclu. Julien, tu n'hésites pas à me faire signe quand je dois passer à la diapo suivante. Et donc, Julien, la parole est à toi. Merci et bonjour tout le monde. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de la société parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, c'est quand même important pour vous montrer qu'on n'est pas n'importe qui et que le travail n'a pas été fait avec n'importe qui. Donc, Schiller, dans les grandes lignes, c'est une société suisse de base. Le nom de la société vient tout simplement du fondateur, donc Alfred Schiller. C'est une société qui a été créée dans les années 70, au milieu, donc en 74. Donc, on a le siège international, parce qu'on a une dimension internationale. Donc, la maison mère est en Suisse. Et il faut savoir qu'on a 3 sites en France, ça c'est très important. 2 en Alsace, donc à Wissembourg et à Haguenau, qui sont nos centres techniques de recherche et développement et de fabrication. Donc, pourquoi donc société internationale et pourquoi en France? Parce que toute la division défibrillation et moniteur défibrillateur, donc tout ce qui touche à la défibrillation chez Schiller, est géré par la France. Donc, tout est fait sur le territoire. Et on a le siège administratif et commercial qui est à Bussy-Saint-Georges, dans le 77.
Et donc presque 50 ans d'innovation. Donc, comme je disais, la société a débuté en 1974 et on a été en fait la première société à développer l'électrocardiographe transportable. Donc à l'époque, c'était uniquement fixe. Et donc le créateur, Alfred Schiller, a rendu transportables les électrocardiographes pour pouvoir être installés tout simplement dans les ambulances ou dans les unités médicalisées mobiles. Donc, le cœur de métier de Schiller aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui va être diagnostic, matériel de diagnostic et de réanimation cardiopulmonaire. Donc, on est vraiment voilà, sur ce type de produit. Si tu peux passer, Pierre-Antoine. Voilà. Et donc, c'est là où on va avoir en fait la cartographie de notre activité. Donc, une clientèle variée donc, qui est liée à tous nos produits, à tous nos matériels. Donc, comme je le disais, on est spécialisé dans le matériel de diagnostic et de réanimation cardiopulmonaire, ce qui explique un petit peu donc, nos clients qui sont vraiment issus de domaines différents. On est spécialisé donc, quand même sur le matériel médical, ce qu'on peut appeler lourd. Donc, notre cœur de clientèle reste les secours et les établissements médicalisés, donc hôpitaux, cliniques, médecine générale, médecine spécialisée, et surtout sur les unités d'urgence, donc pompiers et SAMU. Et ça a une importance aussi par rapport aux défibrillateurs et au frais de P1 qui vous est proposé. Ce qui nous conduit donc à ce qu'on appelle, nous, le cycle de gestion du défibrillateur, où aujourd'hui, on est la seule entité tout du moins en France, à pouvoir proposer un cycle complet maîtrisé en interne par nos services. C'est-à-dire que, donc, comme je vous l'ai dit, on développe et on fabrique nos défibrillateurs, donc en France, encore une fois, et on va vous proposer, donc on est fabricant, revendeur, mainteneur et, entre guillemets, à la fin, recycleur. Donc, on peut vous assurer un cycle complet de A à Z de la vie du défibrillateur. Et ça, directement en lien, vous, avec le fabricant. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre vous, entre l'exploitant du défibrillateur et nous. Donc, c'est là où on propose l'intégralité. Et je faisais le lien donc, avec les services de secours. Donc, il faut savoir qu'on propose sur un grand nombre de départements. Donc les pompiers utilisent nos moniteurs défibrillateurs qui utilisent les mêmes électrodes que sur le fret P1. Donc, c'est là l'intérêt aussi d'avoir cette spécialisation de matériel lourd pour les professionnels. C'est que ça permet d'avoir une utilisation, on va dire, combinée lors d'une éventuelle intervention médicale entre les pompiers et la victime. On aura juste un switch donc à débrancher les électrodes du défibrillateur qui pourrait être branché sur le moniteur. Voilà. Donc, on va passer, Pierre-Antoine. Donc, au partenariat. Donc, les évolutions, donc bien sûr, ce qui est principalement ce qui nous a conduit aujourd'hui au partenariat, donc comme Pierre-Antoine vous l'a expliqué, c'est l'obligation d'équipement. Donc, il y a eu un travail de fond de la part du GHN sur la mise en place d'un partenariat avec une consultation du point de vue technique et après de la mise en place. Ce qui nous a conduit à sélectionner et à mettre en place donc, le partenariat GHN Schiller au travers de 2 packs matériels, donc tout compris. Alors, moi, je l'ai vu avec les échanges, la dénomination de pack DAE extérieur n'est pas forcément, au final, pas forcément la bonne dénomination parce qu'on s'est rendu compte, enfin, je me rends compte, que ce n'est pas forcément lié à une installation extérieure à proprement dit, mais on va jouer plutôt sur les conditions, on va dire, climatiques et surtout de température. Donc on reviendra dessus. Donc, les 2 packs proposés vous permettent d'avoir le contenu complet pour avoir une mise en conformité auprès de la législation. Donc, on va passer par la fourniture matérielle et également sur le suivi, parce que la loi implique aussi un suivi du défibrillateur, donc, concrètement par de la maintenance. Pourquoi cet aspect aujourd'hui est rentré dans la législation? En fait, parce qu'avant la loi, le travail de 2018, on estimait à peu près à plusieurs dizaines de milliers de défibrillateurs déjà en place. Donc, il y a une loi de 2007 en fait, qui rend l'utilisation des défibrillateurs pour tout le monde. Il n'y a pas de question de formation, d'âge ou de quoi que ce soit. Donc, tout le monde aujourd'hui est légalement apte à utiliser un défibrillateur. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2007, donc les collectivités, les administrations, les entreprises, tout le monde s'est équipé. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'après une dizaine d'années, etc., des matériels n'ont jamais été maintenus, entretenus, ce qui fait qu'on a un parc aujourd'hui de défibrillateurs
où au final, on ne sait pas s'ils sont 3, fonctionnels. 4, Malheureusement, ça a conduit à des accidents, parce que des personnes ont fait des malaises cardiaques ou des défibrillateurs ont été utilisés alors qu'ils n'étaient pas entretenus ou maintenus, ce qui fait que les défibrillateurs n'ont pas fonctionné sur le moment. Donc, c'est pour ça que là, vous avez des packs qui répondent parfaitement à la législation, donc avec la fourniture du matériel et encore une fois, la mise sous maintenance. Donc, au niveau matériel, on va commencer par le pack extérieur. Vous allez retrouver donc, le défibrillateur fourni avec une paire d'électrodes adultes, une paire d'électrodes d'enfants et une pile. L'option multilingue, parce qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des besoins selon l'emplacement, donc surtout frontalier. Donc, vous avez des packages possibles. Donc, de base, vous pouvez l'avoir en français, tout court, ou sinon en trilingue. Donc, vous avez un choix après avec un package de 3 langues. Le kit de secours, donc, ce qu'on appelle kit de premier secours, ce n'est pas un kit de parapharmacie, c'est un kit de premier secours pour le défibrillateur. Donc, vous allez retrouver une paire de gants, vous allez retrouver un rasoir, des compresses. C'est vraiment pour préparer la victime à recevoir les électrodes. Un pack signalétique avec 5 panneaux. Donc ça, c'est des panneaux de fléchage et pour indiquer que le centre est équipé d'un défibrillateur. Une affichette DAE, donc réglementaire. C'est une affichette qui reprend donc, toutes les informations du défibrillateur. Et ainsi qu'un registre de maintenance. Donc ça vous permettra en fait d'avoir le suivi si vous faites des contrôles sur place, d'avoir la date et les vérifications qui sont réalisées. Vous avez le boîtier extérieur, donc là, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, ce boîtier extérieur est équipé d'un module de chauffage. Donc, à l'intérieur, vous avez un détecteur de température qui permet au boîtier de déclencher donc, ce chauffage quand les températures sont trop basses. Donc, là, l'important, c'est d'isoler un maximum. Ah, on a un fichier Excel qui est devant. Pardon, c'est une petite erreur, mais ça devrait être bon maintenant. Pas de problème. Donc le boîtier, avec ce module de chauffage, donc il va se mettre en route automatiquement en détectant les températures extérieures. Donc on est aux alentours des 5 à 10 degrés. En dessous, donc à cette température-là, il va se déclencher pour maintenir le défibrillateur à des températures positives. Ce boîtier nécessite une alimentation électrique filaire, donc il faut tirer une ligne en 220. On vous fournit le transformateur 24 volts, y compris dans le pack, et il y a l'installation du dispositif par un technicien chiller. Le technicien viendra faire le branchement, donc l'installation du boîtier, fixation au mur et raccordement électrique. Par contre, tout ce qu'on appelle donc, les travaux, les prérequis électriques, c'est-à-dire le tirage de la ligne en 220, reste à la charge donc, du centre équestre. Donc, il suffit de tirer la ligne en 220, de brancher le transformateur. Suite à ça, donc, il y a la déclaration, le dossier des prérequis électriques qui est à compléter, donc signé et validé de votre part, et qui est à nous renvoyer, donc à nous directement chez Schiller, pour pouvoir convenir après de la date d'intervention du technicien, qui viendra donc faire les branchements, les mises en service, les tests de bon fonctionnement, et il y a une information technique qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure pour les personnes sur place. Après, on a la partie donc, contrat de maintenance. Donc, la première année du contrat de maintenance est incluse dans les packages. Donc, c'est un contrat de maintenance et d'assistance. Le contrat de maintenance prévoit une visite préventive sur la fin de la période de la première année, dans le 4e trimestre, pour procéder au contrôle du défibrillateur, faire les tests, donc s'assurer que le matériel fonctionne parfaitement. Et vous avez donc également la partie assistance, c'est-à-dire qu'en cas de besoin technique, notre support technique est là pour répondre à vos besoins. Et surtout, en cas d'éventuelle utilisation médicale, et ça c'est le plus important, il faudra nous prévenir immédiatement pour qu'on puisse faire intervenir un technicien qui viendra sur place pour faire la remise à zéro du défibrillateur, c'est-à-dire récupération des données médicales, reset de la mémoire et surtout changement de la paire d'électrodes utilisée médicalement. Et ce changement est compris dans le contrat de maintenance. Donc, il n'y a pas de supplément en cas d'utilisation médicale. Et concernant, donc, vous avez en plus la formation e-learning. Donc, c'est un module de formation à distance qui vous permet d'être formé à l'utilisation du défibrillateur. On est sur un module qui est nominatif. Donc, chaque personne devra s'enregistrer, parce qu'au terme de cette vidéo, elle recevra donc une attestation comme quoi elle a bien suivi ce module de e-learning.
Vous avez 5 licences comprises dans le pack. Si toutefois vous avez besoin de licences supplémentaires, ça, on peut voir pour vous mettre à disposition des 5 ou 10, enfin, selon le nombre que vous souhaitez. On peut vous en mettre à disposition sans supplément éventuel, du moment que on n'est pas sur un nombre trop extravagant. J'ai une question. Combien l'assistance les années suivantes? Donc, le contrat de maintenance, la première année, je peux y répondre tout de suite, qui est incluse dedans. Après, il faut compter 90 € hors taxe par an et par défibrillateur. Et là, c'est donc le contrat de maintenance préventive et qui inclut également donc l'assistance. Concernant le pack intérieur, on est exactement sur le même contenu, à la différence que le boîtier, donc on n'est pas sur un boîtier mural chauffé, on est simplement sur un support qui est fait sur mesure, où le défibrillateur vient se glisser. Donc là, c'est lié aux contraintes, comme je disais, climatiques. Donc il faut que la pièce où sera installé le défibrillateur soit des températures supérieures à 10 degrés. Si on est sur des températures inférieures à 10 degrés, il faudra passer sur le pack extérieur. C'est pour ça que je disais que la dénomination n'était pas forcément la meilleure, parce qu'on peut avoir des températures en dessous de 10 degrés, même en étant intérieur. Donc, c'est le cas justement des écuries ou des choses comme ça, on peut l'installer. Et là, par contre, ça nécessitera donc le boîtier chauffant. Donc, on devrait plus l'appeler pack DAE chauffant et pack DAE, on va dire, simple. Le pack intérieur avec le support, l'installation n'est pas comprise. Pourquoi? Tout simplement, c'était pour éviter de surcharger le prix. Parce qu'on est sur une installation qui est très simple. Donc, le support est dépourvu d'électronique. Donc, c'est simplement un chevillage à prévoir. Et le défibrillateur est ce qu'on appelle donc, un appareil plug and play. Donc, il suffit de brancher les électrodes, de mettre la pile et il s'initialisera tout seul. Donc, il sera prêt à utiliser. On a une vidéo tutoriel pour ça, donc pour la mise en service du défibrillateur que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et après, si nécessaire, on pourra vous diffuser les liens vers cette vidéo. Et après, de la même manière que le pack extérieur, vous allez retrouver la première année du contrat de maintenance et le module de e-learning dans ce pack-là. Donc, au niveau du pack, on est bon. Et bon, on a plutôt fait le tour, je pense, Julien, non? Après, c'est savoir s'il y a des besoins de précision, peut-être au niveau électrique ou des choses comme ça. Donc, la maintenance est au même prix que ce soit un extérieur ou un intérieur? Tout à fait, parce que... Oui, pardon, allez-y. Non, je disais juste ensuite, après la première année, quoi. D'accord, oui. Donc, en fait, le contrat de maintenance vise principalement le défibrillateur lui-même. Donc, effectivement, qu'on soit sur un pack extérieur ou intérieur, on est sur une base de 90 € hors taxe, parce que la maintenance va surtout s'orienter sur le défibrillateur. Lors de l'intervention, le technicien fera ce qu'on appelle un contrôle de l'environnement du défibrillateur. Donc, il vérifiera l'état du boîtier ou l'état du support pour vérifier qu'il n'y ait pas de risque lié à ça. Mais sinon, la maintenance préventive est principalement actée sur le défibrillateur. Donc, concrètement, quand il interviendra, c'est là où en fait, on fait le distinguo entre maintenance et entretien. Vous pouvez faire de l'entretien. Ça fait un peu comme une voiture. Vous pouvez contrôler les dates de péremption ou l'état général du défibrillateur. Par contre, le technicien, lors d'une intervention de maintenance préventive, il fera un contrôle interne. Donc, il viendra se brancher sur le défibrillateur, faire les mises à jour éventuelles, parce qu'il y a des évolutions permanentes. Comme je vous disais, on a un service de recherche et développement qui travaille sur les algorithmes d'analyse du rythme cardiaque. Donc, clairement, le défibrillateur fait un micro-électrocardiogramme. C'est une analyse du cœur. Donc, on travaille en permanence dessus. Donc, il fera ces éventuelles mises à jour. Et surtout, il fera des tests, des simulations cardiaques pour vérifier que le défibrillateur reconnaît bien donc on va dire les dysfonctionnements cardiaques, des tests de choc électrique et des mesures des énergies délivrées. Donc voilà, ça c'est vraiment des interventions qui peuvent être faites que par un technicien. Intervention directement sur le défibrillateur. Donc c'est ce qui explique le coût fixe, qu'on soit sur une installation intérieure ou extérieure. Et on reste donc à 90 € hors taxe pour les deux. Bonjour. Sur le défibrillateur intérieur, s'il n'est pas branché, ça veut dire qu'il est sur batterie. Quelle est la durée de vie de la batterie à peu près?
Alors, le défibrillateur est complètement autonome par rapport à son support mural. Donc, qu'on soit sur un boîtier ou sur le support sur mesure, le défibrillateur est un appareil complètement mobile. Il est équipé, donc il est branché sur une pile lithium. Donc, la pile ressemble un peu à un à une batterie d'ordinateur portable. Et on est sur une autonomie de 6 ans hors utilisation médicale, parce que bien sûr, une utilisation médicale va prendre de l'énergie lors de l'envoi du choc. Mais sans utilisation médicale, on est sur une durée de vie moyenne de 6 ans. Donc en veille. En fait, le défibrillateur n'est jamais éteint. Il reste en veille permanente et il est préchargé. Donc même s'il vous paraît éteint, en fait, il est prêt à être utilisé. Il suffit d'ouvrir le capot pour le mettre en route et il se met en route immédiatement. Alors, tant qu'on en est dans les dispositions techniques, on a une question de Christian Maillot qui demande s'il doit être à l'abri de la pluie et du soleil. Alors, oui, la dernière posée. Donc, le boîtier extérieur. Alors, déjà de base, sur le défibrillateur en lui-même, on est sur un indice de protection IP55, c'est-à-dire qu'il est protégé des poussières et des projections d'eau. Et la question de l'abri, donc de la pluie et du soleil, vous avez une double protection. Donc là, on serait plutôt sur un pack extérieur avec le boîtier chauffant. On est sur un boîtier fermé. Donc la question de la pluie, on est sur des boîtiers extérieurs qui sont prévus pour être à l'extérieur. Et l'abri du soleil, là, le mieux, c'est d'éviter l'exposition au zénith, parce qu'on peut créer un effet de serre à l'intérieur. Donc, s'il est possible, soit une exposition plein nord, ou encore mieux, sous un éventuel appentis ou abri. Mais effectivement, le mieux, c'est quand même d'éviter l'exposition plein soleil pour cet effet de serre. Et surtout la hausse de la température l'été au moment du zénith. Et pour la pluie, par contre, là, il n'y a aucun problème. Il peut être exposé à la pluie. Je vois qu'il y a une question sur la pile. Alors, on a deux questions sur la pile, à savoir si on arrive. Tu nous as dit que la durée de vie de la pile était Oui. de 6 ans, et si on arrive à 5 ans et demi, est-ce qu'il faut souffler sur la pile pour que le défibrillateur fonctionne, ou est-ce qu'on a assez de puissance encore? Et donc, si au bout de 6 ans, il faut la changer, combien cela peut coûter? Alors, pour la pile, arriver à 5 ans et demi ou même après, parce que sur le défibrillateur, vous avez un indicateur visuel et sonore après. En fait, le défibrillateur vous avertit lui-même de l'état de péremption des électrodes et de la pile. Donc, les électrodes, même si elles ne sont pas utilisées médicalement, sont soumises à des dates de péremption. Donc, elles sont à renouveler à minima tous les 3 ans. Le défibrillateur est équipé donc, on va dire de détecteurs. Donc, il y a un autotest en fait, hebdomadaire qui est réalisé où le défibrillateur va faire un contrôle principalement donc, de ses consommables, donc piles et électrodes. Arrivé à 2 mois, donc 2 mois avant la péremption des électrodes, le défibrillateur vous avez des LED de service dessus, donc le défibrillateur va se mettre à clignoter. Vous avez de manière générale un clignotement vert pour vous indiquer que donc suite à l'autotest, tout est OK. Vous avez d'autres LED de service qui clignoteront en orange. Donc, arrivé à 2 mois avant la péremption des électrodes, ça se mettra à clignoter. Et de la même manière pour la pile, arrivé à 10% de charge restante, ça va se mettre à clignoter. Arrivé là, donc pas de panique. Donc, il suffit de recommander une nouvelle pile. Ou sinon, c'est pas ou sinon d'ailleurs, il faut passer commande d'une nouvelle pile, mais arrivé à 10%, le défibrillateur reste pleinement fonctionnel. Donc vous pouvez l'utiliser de manière normale, donc il fera son analyse, les chocs, etc. Il vous accompagnera, il vous donnera toujours les messages. C'est juste qu'il faut éviter de tarder trop longtemps, parce qu'après, le niveau de charge va continuer à descendre et les fonctions vont se réduire. Donc, on sera sur l'analyse cardiaque, donc arrivé à 10%, il est pleinement fonctionnel. Et après, le défibrillateur va se concentrer au final, vraiment, quand il n'y aura plus de charge restante, il vous donnera que les consignes pour le massage cardiaque. Parce que s'il appuie assez c'est ce qui reste primordial dans une intervention, ça reste la réanimation cardio-pulmonaire, donc le massage cardiaque. Et c'est vraiment le dernier niveau d'assistance que le défibrillateur pourra vous donner. Et là, c'est vraiment que vous allez attendre les derniers jours de vie de la pile. Sachant qu'au niveau des livraisons, on peut vous livrer les consommables sous 24-48 heures à réception de la commande.
Donc, ça reste très rapide et rien ne vous empêche d'attendre un petit peu voilà, ce remplacement éventuel si vous voulez aller au bout. Mais le mieux étant de changer la pile au moment de l'alerte du défibrillateur. Et donc, la pression pour le coup de la batterie? Alors, je vais reprendre. Hop, on était. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, donc, pour la pile, on est à 185 € hors taxe, franco de port. Donc, on ne vous appliquera pas de frais de port. Et pour les électrodes, on est à 55 € hors taxe par paire, sachant que là, donc, les packs sont fournis avec une paire d'électrodes d'enfant, mais qui n'est pas une obligation aujourd'hui. Donc là, on vous a mis à disposition des packs, on va dire, complets. On ne peut pas vous en mettre plus. Mais si au terme des 3 ans, vous ne souhaitez pas renouveler vos électrodes d'enfants, ce n'est pas une obligation. Les électrodes adultes restent utilisables sur des enfants. Donc, il n'y a aucun problème pour ne pas procéder à leur renouvellement. Ok, alors. Oui, pardon, vas-y, Julien, je te laisse finir. Non, c'était pour repréciser qu'on n'applique pas il est convenu voilà, qu'on ne vous applique pas de frais d'expédition dans le cadre du partenariat GHN. Merci pour cette précision. Alors, on avait une question tant qu'on reste dans des conditions financières. On nous demandait, alors ça a été posé en avance et puis ça a été reposé dans le chat, de savoir si on avait des aides qui étaient disponibles pour l'achat du matériel. Oui. Alors, nous, au niveau du GHN, on n'a pas d'aide automatique. Aujourd'hui, vous n'avez pas une aide ministère des Sports qui vient dire on va aider tous les ERPX à s'équiper. En revanche, vous avez des dispositifs locaux qui peuvent éventuellement être activés. Donc, on a mis à votre disposition sur notre site internet des modèles de courrier pour solliciter votre commune ou votre intercommunalité, pour voir s'il y avait des aides, puisqu'après, il faut mettre en avant le fait que c'est un plus pour la commune d'avoir un défibrillateur qui sera installé dans un centre équestre, encore plus si le centre équestre est fréquenté et dans un lieu ou alors dans un parc où on va avoir du public extérieur et pas uniquement de la clientèle du centre équestre. Vous pouvez également solliciter, tu me dis si je me trompe Julien, mais votre assureur, votre banquier qui peuvent éventuellement vous apporter des aides qui ne sont pas des aides automatiques, forcément, toutes les banques, toutes les assurances ne le font pas. Et pourquoi pas vous rapprocher, je crois qu'il y a certains comités régionaux, alors je veux pas le dire Grand Est, bêtises, de Creux qui offrent une aide financière, voir si au niveau local, votre région, votre département a un programme qui permet d'obtenir des aides. Mais voilà, au niveau national, en tout cas, il n'y a pas d'aide automatique aujourd'hui pour s'équiper. C'est la question justement. Donc, je suis en contact avec les différents creux donc au national. J'ai vu qu'on avait une représentante du comité départemental du Nord. N'hésitez pas, de manière générale, justement à demander une aide à toutes les entités que vous pouvez penser. Il n'y a pas de limite. Je crois que j'ai un centre équestre qui a réussi à financer quasiment 100% de son équipement en demandant à tous les contacts qu'il pouvait avoir en local, donc tout ce qui est service des sports, etc., sur la commune. Il ne faut pas hésiter. Après, comme l'a dit Pierre-Antoine, vous avez une lettre type à votre disposition, donc de ne pas hésiter à la diffuser. Donc aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, rien n'est prévu officiellement pour les financements. Et que ce soit au niveau des assurances ou des banques, on est souvent sur des gestions locales, donc avec des budgets qui sont locales. Donc voilà, il n'y a pas de choses mises en place officiellement par les organismes bancaires ou d'assurance. Je rebondis en même temps dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait la question du vol et du vandalisme. Donc je rebondis dessus parce que ça me fait penser pour les banques et assurances, surtout de ne pas oublier de déclarer les défibrillateurs dans vos polices d'assurance, donc de l'inclure dans la liste de vos matériels à déclarer.
Parce que la question du vol et vandalisme, malheureusement, on est sur une gestion classique du matériel. Donc, c'est à déclarer, voilà. S'il y a un vol ou du vandalisme, c'est à déclarer de la même manière si on vous volait ou vous cassez du matériel de manière générale. Dans les aides, oui. on peut aussi penser à la MSA qui a normalement, si on n'utilise pas, enfin, qui tous les 3 ans, on peut réutiliser un budget, et notamment pour la santé et la sécurité, ça rentre dedans, je pense. Et de voir en local, oui. Ouais, alors avec la MSA, il faut. Nous, on a eu quelques retours, alors qu'on a peut-être vite généralisé, mais la MSA en général n'est pas forcément toujours très enclin à aider quand on achète un équipement qui relève d'une obligation légale. Mais ça peut. Alors ça a été un retour qu'on a eu d'un service santé sécurité au travail avec lequel on travaille. Bien sûr, n'hésitez pas. Ça ne coûte rien aujourd'hui d'envoyer un mail. Alors, ça coûte un peu plus pour un courrier, il y aura le prix du timbre, mais ça ne coûte pas grand-chose de demander, en tout cas, éventuellement, effectivement, à la MSA. L'idée, c'est ça. Ouais. Voilà. On a vu que dans la barre de chat que le CDE 41 propose également une aide pour les centres équestres du département. Alors, je vais juste remonter un petit peu dans la file des questions pour qu'on ait le temps de répondre à tout le monde. Alors, est-ce qu'il existe une distance minimum entre deux défibrillateurs? Alors déjà, la première chose, au niveau légal, quand vous avez vous avez plusieurs établissements sur un même ERP, on va dire. Vous êtes, soit il y a 2 centres équestres sur une même structure, ce qui peut arriver, une écurie de pension et un centre équestre, ou vous êtes un centre équestre à l'intérieur d'un parc petit sport où on s'est déjà équipé d'un défibrillateur parce qu'on était sur du plein air de 4e catégorie. La loi nous dit qu'on peut mettre en commun un défibrillateur à plusieurs équipements. Après, même direction, oui. Voilà. Et après, si je ne dis pas de bêtises, Julien, en termes de statistiques, le défibrillateur doit être utilisé dans les 10 premières minutes d'un malaise, pour augmenter le nombre, les chances de survie. Donc en général, nous, ce qu'on préconise au GHN, c'est de ne pas devoir s'éloigner plus de 4 minutes pour aller chercher un défibrillateur. Dans l'idée, c'est ça, c'est 4 minutes, oui. Alors après, on avait une question un peu cocasse au GHN qui m'avait fait rire sur le coup et que je peux vous faire partager. Comme l'a rappelé Julien à plusieurs reprises, le défibrillateur est fixé au mur, mais il est tout à fait mobile. Ce n'est pas à vous de porter la victime jusqu'au défibrillateur. Parce qu'on m'a posé la question, voilà, si vous devez me mettre sur vos épaules pour m'amener au défibrillateur, laissez-moi sur place. Si tu peux revenir sur la slide de la présentation, Schiller. On voit le P1. Celle-là. Oui. Là, voilà. Là, on a la représentation du défibrillateur, exactement comme il serait utilisable, avec la poignée de portage. Donc, on est sur un appareil qui fait à peu près peut-être une 30 cm de haut. Et au poids, je crois qu'il fait 1,5 kg. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de transportable, mobile. Et encore une fois, c'est ce qui peut être utilisé. Les pompiers utilisent ce type d'appareil aussi. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très mobile et très facilement transportable. Voilà. Alors, je vais remonter sur les 2 premières questions auxquelles on a un peu, je pense, répondu. La première question qui a été posée, c'était de savoir si une écurie de propriétaire de 15 pensionnaires équipée d'un manège doit s'équiper d'un défibrillateur. Alors, la réponse va être oui. Je comprends bien le sens de la question, c'est de dire 15 pensionnaires, ça fait pas beaucoup de visiteurs sur le centre équestre, mais réglementairement parlant, on a un manège, donc on est un ERPX, on sera en 5e catégorie. La 5e catégorie, en fait, elle n'a qu'un plafond d'accueil de personnes, mais elle n'a pas de plancher. C'est-à-dire que dès qu'on a une personne qui vient sur un ERPX, on est obligé de s'équiper d'un défibrillateur. C'est la déclaration, c'est la déclaration de catégorie. Oui. Voilà. Et donc après, on avait une question qui nous venait de Gironde, je crois. Donc un manège ouvert des 4 côtés, un mur à mi-hauteur d'un côté et un grand côté fermé par des filets par vent, par pluie. Est-ce que je peux logiquement penser que je ne suis pas soumis à l'obligation de défibrillateur? Alors là, on est typiquement dans le cadre où il faudrait peut-être vérifier sur le permis de construire qui avait été déposé au moment
de la couverture de la carrière pour voir si on a été déclaré en ERPX ou pas, de voir sur le recensement comment ça a été recensé. Ce qu'il faut penser, c'est que clos et couvert, si on joue sur les mots, un manège, même s'il n'y a pas des murs ou des pare-bottes, il va forcément avoir, je pense, au moins une clôture qui permet de délimiter l'aire d'évolution et notamment de protéger les poteaux de soutien de la toiture. Donc, on serait sur un équipement qui serait quand même clos. Nous, là, aujourd'hui, on n'est pas… le but de la visio, c'est pas de vous imposer d'acheter un défibrillateur si vous pensez que vous n'êtes pas dans l'obligation. On préfère que vous alliez vérifier d'un point de vue plus officiel, parce qu'on a eu des surprises, on a eu des centres équestres qui nous ont fait remonter que leur mairie avait considéré que le manège n'était pas un ERPX parce qu'il ne rentrait pas tout à fait dans la catégorie de clos et couvert. Là, vu comme ça, on peut se dire qu'effectivement, l'obligation de clôture, étant donné qu'on n'est pas complètement fermé, n'est pas rempli, donc on ne serait pas dans l'obligation d'en avoir un. C'est un sujet qui mérite réflexion et surtout de se renseigner, de vérifier les déclarations qui ont été faites au moment de la construction de l'ERP. On est sur des structures particulières, oui. Et comme tu viens de le dire, hein, c'est la question. La réponse est écrite sur les documents, on va dire, officiels et administratifs. Donc, comme tu l'as dit aussi, on a des commissions de sécurité qui n'ont pas le même degré de zèle, des fois aussi. Donc, on en a qui vont reconnaître le fait que même si c'est ouvert, on n'est pas sur un ERPX. C'est exactement ça. Et malheureusement, ce qui va donner le mot final, à savoir s'il faut s'équiper ou pas, c'est ça. C'est vraiment clairement la catégorie dans laquelle vous êtes enregistré. Alors après, on va avancer parce que même si on n'est pas tenu par un horaire, on va essayer de ne pas trop abuser de votre temps. Et je vois qu'il y a encore trois questions. Alors, il y a des questions et des remarques. Dans ma commune, il y a 2 à 500 mètres à droite et à gauche du Poney Club, du coup 3 DAE dans la rue. Une autre personne qui nous dit qu'elle se trouve en face de la caserne des pompiers, donc qui ont un défibrillateur, de savoir si c'est une obligation. Alors là-dessus, on peut, je pense au niveau réglementaire déjà, vérifier qu'on peut avoir accès à ces défibrillateurs. Oui. Parce que si alors peut-être pour les pompiers c'est moins compliqué, mais là quand on me dit qu'il y en a un à gauche et un à droite de mon centre équestre, est-ce que ce sont des bâtiments est-ce que ce sont des défibrillateurs qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur? Il faut qu'ils soient accessibles, oui. Voilà. Est-ce qu'ils sont accessibles au même moment que celui du centre équestre, etc. Donc là-dessus, vous pouvez déjà vous rapprocher de vos voisins, de savoir si leur défibrillateur est accessible et si à tout moment de la journée, du week-end, etc. Et de voir si vous pouvez bénéficier du défibrillateur. La mise en commun, oui. Voilà, techniquement, ça serait très compliqué d'avoir une personne qui vient vous chercher en disant j'ai besoin absolument d'un défibrillateur, est-ce que vous l'avez? La personne ne va pas vous répondre non parce que c'est le mien et que je ne veux pas vous le prêter. Ce n'est pas tout à fait l'objectif de la réglementation, je pense. Mais voilà, veillez bien en avance et surtout qu'en cas de contrôle, que vous puissiez justifier que vos voisins ont un défibrillateur, qu'il n'est pas trop loin et qu'il est accessible au même moment que vos horaires d'ouverture. Et il faudra vous assurer aussi du parfait état de leur défibrillateur, donc de vous assurer par la même occasion qu'ils ont bien sous contrat de maintenance. Parce que si vous profitez, on va dire, entre guillemets, de leur défibrillateur, vous avez une responsabilité dans le matériel, parce que vous devenez également exploitant de ce défibrillateur-là. Donc vous êtes responsable aussi de son parfait fonctionnement et de vous assurer qu'il procède bien donc, au contrôle régulier, au remplacement des électrodes et piles. Il y a ça aussi. Alors, je vais prendre les 3 dernières questions. Oui, vas-y, Julien. Pardon, il y avait juste une question à 12h03 pour la question intérieure. Pas besoin d'installateur. L'installation par technicien chiller n'est pas une obligation en soi. C'est juste que vous êtes responsable de votre matériel quand vous l'installez. Donc, si vous êtes amené à abîmer le matériel, la garantie ne rentre pas en compte parce que c'est pas un défaut lié à la qualité de l'appareil. À l'inverse, si c'est un technicien qui, lors de l'installation, abîme quelque chose, on vous remplace le matériel. C'est juste ça.
Mais l'installation, comme je vous l'ai dit, le support mural, c'est juste 2 chevilles à poser. Et le défibrillateur, encore une fois, il suffit de brancher les électrodes, de mettre la pile et il s'initialisera tout seul. Mais donc non, pas d'obligation dans l'absolu de faire intervenir un technicien. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre l'installation pour le pack intérieur. Voilà. Merci pour cette précision. Alors sur les deux questions, une personne qui nous signale, alors attendez parce que j'ai tout perdu, qui nous explique que son centre équestre est uniquement composé d'équipements extérieurs, mais qui est sur une superficie assez large, puisqu'il y a plus de 3000 m², donc on peut avoir une personne pour 10 m². Alors là-dessus, ce qu'il faut, là en gros, la question c'est, je vais rentrer dans la 4e catégorie. Enfin, si je dois faire rentrer autant de personnes que j'ai d'espace, je vais forcément rentrer dans la 4e catégorie. Ce qu'il faut faire attention, c'est que sur les ERP de type plein air, ce qui va compter, c'est les superficies. Enfin, quand on va calculer la superficie par rapport au nombre de personnes qu'on peut accueillir, c'est bien la superficie des endroits qui sont accessibles au public qu'on va prendre en considération. L'accueil, ouais. Voilà, l'accueil. Parce que forcément, si j'ai un centre équestre avec 3 hectares de prés, mais qui ne vont pas forcément être utilisés et fréquentés par du personnel, techniquement, je peux rentrer en 4e catégorie parce que je vais pouvoir accueillir plus de 300 personnes sur mon terrain. Pour autant, en fait, les personnes, quand elles viennent chez moi, c'est pour se mettre autour de la carrière, pour se mettre autour du rond-de-longe, etc. Donc, c'est plutôt ces superficies-là qu'il faut prendre en compte plutôt que le volume total du centre équestre. Après, encore une fois, sous réserve que vous avez eu des visites de commission de sécurité ou autres qui vous ont expliqué que vous étiez en catégorie supérieure à la 4e. Là, même si le centre équestre est très étendu, il faut vraiment prendre en compte ces parties où vous accueillez le public. Et alors, il y a une question encore de Frédéric qui nous demande si quand le manège est en fait un bâtiment agricole qui est utilisé en tant que manège. Alors là-dessus, encore une fois, ça va être une question de déclaration, parce que le bâtiment agricole, si vous l'avez transformé en manège par la suite, normalement, vous avez dû faire une déclaration pour modifier l'utilisation du bâtiment et donc le faire rentrer en catégorie X en tant que RP, qu'établissement recevant du public sportif couvert. Et alors, je vais prendre la dernière question qui va nous servir un peu d'ouverture. Donc, si on ne rentre pas dans les obligations actuelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas un ERP de type X ou qu'on n'est pas au moins en 4e catégorie, quelles sont les échéances à suivre en termes de planning, de savoir si on va un jour être dans l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur ou pas? Nous, au niveau du GHN, là-dessus, on n'a pas d'informations, on n'a pas... Voilà, j'allais poser la question du coup aux spécialistes de ces équipements médicaux. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer plus tard, mais on vous tiendra bien sûr informé comment faire. Alors, ce qui est compliqué, par exemple, là, sur cette obligation qui a été précisée en 2018, c'est que en 2018, on vous a annoncé qu'il y aurait cette obligation en 2022. Malheureusement, plus on prévient tôt, plus on se dit qu'on a le temps. Donc, on reste vigilant, on vous tiendra informé en temps utile et on essaiera surtout de vous faire des rappels au fur et à mesure pour vous dire quand l'obligation entrera en vigueur, si jamais l'obligation est étendue. Juste une dernière précision, pour vous repréciser comment fonctionne notre partenariat. Donc, vous avez un bon de commande qui est disponible sur notre site internet ou qui est disponible sur simple demande auprès du GHN que vous remplissez, sur lequel vous choisissez lequel des 2 packs vous intéresse. Vous nous le réadressez au GHN, on le fait suivre à Schiller et c'est Schiller qui prend après contact avec vous pour finaliser la commande. Vous avez le dossier des prérequis électriques également qui est téléchargeable. Très important. Parce que ça, c'est ce qui permettra après de vous recontacter pour la planification de l'installation. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui prendront
le futur pack chauffant et non plus le pack actuel extérieur. Bon, on verra quand il changera le nom, mais en tout cas pour le pack chauffant, on a le cahier des charges des prérequis électriques que vous pouvez également télécharger ou qu'on vous envoie sur simple demande. Qui est bien à nous renvoyer complété par mail. Juste pour Madame Moreau, je ne sais pas si elle m'entend bien, je vous invite à revenir vers moi pour échanger donc des conditions pour les non-adhérents GHN. Donc comme on a vu, on revoit ça ensemble pour les éventuelles communications auprès des centres. Voilà. Et alors, comme on l'a très souvent avec les obligations légales nouvelles, vous avez sûrement dû recevoir des coups de téléphone de sociétés commercialisant des défibrillateurs. Si jamais vous avez des questions sur les arguments qui vous sont présentés par ces sociétés-là, notamment que le défibrillateur est connecté, qu'il est en location donc avec une maintenance intégrée, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vais remettre, je rebondis sur la question d'Agnès Moreau. Je vous remets nos coordonnées à chacun, que vous ayez le temps de les noter. Donc pour le GHN, donc moi c'est Pierre-Antoine, vous pouvez m'adresser un mail ou me contacter par téléphone. Vous appelez à l'accueil et vous demandez Pierre-Antoine, ça ira bien. Et donc pour Julien, vous avez son adresse mail julien.boudin@schillerfrance.fr, les numéros de téléphone fixes et portables. Si jamais vous notez ça sur un post-it et que vous perdez le post-it, appelez au GHN et on vous remettra les coordonnées de Julien sans aucun souci. Je vous laisse quelques instants pour noter tout ça. Voilà, donc si vous avez donc d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au niveau du partenariat, vous pouvez nous appeler. Nous, quand ça devient des questions un peu trop techniques de savoir sur les prérequis, est-ce qu'on a bien tout compris ou pas, est-ce qu'il faut le mettre à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, nous, on va plutôt vous renvoyer vers Julien qui sera plus à même de répondre à ces questions techniques. Par contre, pour tout le reste, on est toujours à votre disposition. On va clôturer là-dessus. Julien, si tu veux un dernier mot, je te laisse la parole. Je pense que les grandes lignes sont données et après, encore une fois, on se répète, mais s'il y a la moindre question, de ne pas hésiter à me contacter et on est là pour vous accompagner et même au-delà de la question de vous équiper, etc. Si vous avez des questions de manière générale sur tout ce qui est médical, je suis là également. Voilà, ce qu'on a précisé, mais donc Schiller, ce n'est pas que des défibrillateurs. Je vous remercie également pour votre attention et votre participation. Si vous avez un trou sur ce qu'on vient de se dire, le replay sera normalement disponible rapidement. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée et à très bientôt. Bonne journée à tous et merci. Et au revoir. Merci, bonne journée. Merci, c'était clair, net et précis. Au revoir. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée.